Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est l'épisode 41, c'est le début de la saison 2. Lol, la saison 2. Ouais, ces histoires de saison, c'était un petit peu juste pour marquer le coup du fait que, salut, je vais partir en vacances quelques semaines et on revient plus fort et plus grand en septembre. Finalement, en tout cas, on revient fin août avec un épisode un petit peu plus... voilà, on va atterrir gentiment, tu vois. C'est la reprise de la nouvelle saison, tu vois. Alors après, il y aura pas de concept de saison particulièrement élaboré, hein. Ça va juste être, de temps en temps, je vais annoncer que c'est la fin d'une saison. Voilà, c'est tout ce que ça va changer. Je suppose, avant de me barrer un petit moment. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien et bizarre en même temps de revenir un petit peu et de me remettre devant ce micro et de reparler parce que ça faisait un petit moment, mine de rien. Alors je sais pas si je t'ai manqué. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, moi ça m'a manqué un peu. Ça m'a manqué un petit peu. Ah, c'est bien, il faut que ça manque un petit peu, mais pas trop. Parce qu'il faut avoir envie, et puis il faut quand même s'y mettre. Ça reste quand même du travail. Donc voilà, écoute, j'espère que t'as passé des belles vacances. J'espère que la rentrée est bien partie. Parce que là, on est le 26 août. Donc je pense que la plupart des gens ont repris quand même les études ou le travail. Peut-être pas les études pour les universitaires. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cet épisode. De quoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode ? Alors comme j'ai dit, petite reprise un petit peu douce comme ça. Je suis rentré de vacances il y a pas si longtemps, la semaine dernière. Hein. Ah ouais, seulement la semaine dernière. Je suis rentré de vacances en Islande. Et je vais, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, j'ai partagé beaucoup de stories de mes vacances en Islande, ça a suscité pas mal d'intérêt et d'interaction, et on m'avait posé quelques petites questions là-dessus sur ce voyage, comment il était organisé, le budget, etc., comment ça s'est passé. Donc je vais élaborer un tout petit peu dans cet épisode-là, en commençant par parler un petit peu de ce voyage, et puis ensuite, je vais enchaîner sur la suite, parce que quand je suis rentré d'Islande, j'avais pris du poids. J'ai pris pas mal de poids en vacances, en fait, contrairement à ce que je pensais. Donc, je vais gentiment arriver jusque-là dans cette histoire, mais je parlerai un petit peu de comment j'ai réagi à cela, au fait que je sois rentré. Ça m'a un peu choqué hein, quand j'ai vu le poids sur la balance. Ça m'a un peu surpris, donc j'ai voulu redresser un peu le tir. Je parlerai de ça plus en détail dans un prochain épisode, mais probablement dans l'épisode qui sortira dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il y aura un épisode qui sortira exceptionnellement vendredi, je pense, parce qu'il y aura une vidéo YouTube qui sort en même temps, et que, un petit peu comme pour la vidéo Rupture et le podcast Rupture, c'est intéressant que le podcast et la vidéo sortent en même temps, parce qu'ils se suivent un petit peu, ils parlent un petit peu de la même chose. Ça va être une vidéo sur comment réussir ses études. J'ai déjà parlé de mes études dans ce podcast, mais j'avais volontairement omis certains détails et certains conseils, on dira entre guillemets, sur comment réussir ses études. Et donc, parce que ça se prêtait bien dans l'idée à une vidéo YouTube, et c'est exactement du coup ce qui va se passer. Parce que tu vois, j'ai imaginé un titre sympathique, une miniature qui va avec, et je me suis dit, tiens, c'est un sujet intéressant en plus, je pense, et puis qui tombe au bon moment, tu vois, bizarrement, je sors ça à la rentrée, bien sûr. Donc je me suis dit, ouais, ça peut marcher. Et quand il y a quelque chose qui peut marcher, je me dis, est-ce que je ferais pas un petit format YouTube d'une dizaine de minutes pour essayer de faire des vues et de faire de l'argent? Et puis ensuite, je vais blablater tranquillement, comme ça, sans pression financière, sans pression financière sur le podcast, histoire d'ajouter un complément d'information, plus de détails, creuser un petit peu le truc et aller un petit peu plus loin. Et donc voilà, il y aura ça la semaine prochaine, et la semaine d'après, je suppose, épisode 43, ça sera sur cette petite sèche dans laquelle je suis depuis que je suis rentré. Comment est-ce que je la vois, comment est-ce que je l'attaque? Et puis voilà, ce sera un épisode un petit peu plus sportif. Il n'y en a pas énormément, parce que c'est vrai que je préfère clairement tout ce qui est mindset, dev perso, on dira, pour ce podcast, parce que le format s'y prête beaucoup mieux. Ce qui est plus calcul et tout ça, déjà je suis un petit peu moins passionné par compter mes calories et affiner ma nutrition et tout ça que je ne l'étais il y a 10 ans ou il y a 4 ans même, j'ai envie de dire. Mais en plus, j'en ai déjà parlé sur YouTube, et ça se prête plutôt bien à ce format. Donc voilà, et en fin de cet épisode, la première partie de cet épisode, ce sera un petit peu le résumé de mes vacances. Je vais essayer de pas y passer trop de temps, parce que c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, mais je me dis, voilà, c'est un épisode un petit peu comme ça.
un petit peu tranquille, voilà, histoire que je puisse me remettre dedans gentiment, histoire de repartir sur des bonnes bases, un bon mood, un bon feeling, pour avoir envie de continuer à faire ça le plus longtemps possible. Mais quand même, je réserve une petite deuxième partie, je pense, en fin d'épisode. On va discuter un petit peu de la spirale vertueuse, tu vois. J'avais parlé de la spirale infernale dans un ancien épisode. Là, en ce moment, j'ai l'impression que je suis entré un peu dans une spirale vertueuse, de positif, comme ça. Et j'ai envie de discuter là-dessus, histoire de pouvoir essayer, voilà, comme d'habitude, de partager un petit peu mes expériences et d'en trouver des messages et des choses qui devraient pouvoir te servir. En tout cas, c'est un petit peu le but. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Là, je sais pas si tu l'as entendu, probablement pas. Mais j'ai un nouveau micro, voilà, je me suis acheté mon nouveau micro là depuis le dernier épisode, donc nouvelle saison avec un nouveau setup, nouveau matériel, beaucoup plus professionnel comme ça, le micro coûte plus cher, hein, je vais pas te le cacher, et ce qui est bien avec ce micro, c'est que l'écho est très réduit, parce que là je suis toujours dans mon bureau, il y a un écho monstrueux, moi je m'entends de ouf là en enregistrant l'épisode, mais normalement toi tu n'entends pas trop d'écho parce que le micro est très bien. Et ça c'est bien parce que je vais devoir moins traiter ma pièce de façon acoustique comme je pensais devoir le faire, et c'est pas mal. Donc voilà, tout ça prend gentiment son petit time. Mais voilà les bails, tu vois, j'ai investi, je me suis dit 40 épisodes, c'est bon, je pense que j'ai fait mes preuves, je peux m'acheter un truc digne de ce nom. Je l'ai mérité, j'imagine. Donc voilà, pour cette saison 2, tu vois, c'était tout, ouais, ça tombait plutôt bien. Encore une petite nouvelle qui est tombée pendant cette pause du mois d'août, c'est que les épisodes de podcast sont à présent disponibles sur la chaîne YouTube du podcast. Et oui, parce que la chaîne YouTube du podcast que j'avais créée en même temps que le podcast était vide pendant des mois, parce que je voulais faire quelque chose de spécial au niveau des vidéos. Je voulais qu'il y ait un spectre audio qui bouge avec la voix, tu sais, comme certaines chaînes de musique elles font. Sauf que là, en fait, c'est des épisodes d'1h30 et exporter ça avec un logiciel pour que ça suive, eh bien ça prend des heures et des heures d'exporter une vidéo d'1h30, et donc exporter ces 40 épisodes, ça a pris des jours, ça a vraiment pris des jours et des jours. Je vais pas te le cacher, mon ordi il a beaucoup travaillé au mois d'août, mais tout est là, tout est fait et tout est en train de finir d'arriver sur la chaîne YouTube. Donc si tu tapes expansion Eric Flag, ou bien tu vois podcast, enfin tu vois, tu sais comment faire, dans la barre de recherche YouTube, tu vas tomber sur la chaîne YouTube du podcast où tous les épisodes sont en train de finir d'arriver. Ce samedi 28 août, il y aura les 40 qui seront en ligne. Là, il en manque encore 5 ou 6 à l'heure où ce podcast sort. Et le dimanche sortira cet épisode-ci. Et par la suite, les épisodes sortiront toujours sur YouTube, généralement le lendemain du jour de sortie, donc peut-être plutôt le vendredi en temps normal, si tout se passe bien, autour de 16h éventuellement. Les épisodes seront aussi disponibles sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas quitter YouTube, qui préfèrent utiliser YouTube parce qu'ils ont YouTube Premium ou parce qu'ils ont juste plus l'habitude de faire tourner une vidéo. Donc voilà, ça fait un petit peu plus de visibilité au podcast. Moi, mon but avec ce podcast, c'est clairement de transmettre des messages. Donc j'imagine que si je fais quelques écoutes en plus grâce à ça, eh ben ça vaut le petit taf. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi avec YouTube, on va pas se le cacher, c'est qu'il y a des espaces commentaires sous les vidéos, et que c'est assez pratique en fait de pouvoir laisser éventuellement, si tu veux réagir à un épisode, eh bien tu peux toujours aller sur mon site, ericflag.com/41 pour laisser un commentaire sur l'épisode 41, mais tu peux aussi aller sur la chaîne YouTube et laisser un commentaire sous la vidéo. Je le verrai tout de suite et je pourrai y répondre facilement parce que j'ai l'habitude de répondre à des commentaires YouTube, et éventuellement je pourrais reprendre aussi certains commentaires dans l'idée pour répondre à des questions dans des épisodes dédiés, même si je préfère le format de message vocal, tu vois, comme dans l'épisode 40 où j'ai repris pas mal de messages vocaux que tu m'as envoyés, que pas mal de personnes m'ont envoyé, de façon à y répondre. Je trouve ça plus sympathique d'entendre ta voix et de pouvoir la passer dans l'épisode plutôt que de juste te lire. Mais voilà, j'ai reçu aussi beaucoup de messages vocaux depuis le dernier épisode sur le podcast, donc ça fait très plaisir. Pas mal de messages en fait de personnes qui ont écouté le dernier épisode et qui m'ont simplement envoyé un message pour me dire merci Eric, c'est cool, j'ai bien aimé l'épisode, ou j'aime bien les épisodes où il y en a qui qui me disent je viens de déménager dans une nouvelle ville, je sais plus, Félicien, voilà, Félicien tu t'appelles, je viens de me souvenir parce que j'ai écouté
écouté ton message vocal que tu m'as envoyé il y a 4 jours, je crois. Et Félicien, il vient d'emménager dans un nouvel appart, dans une nouvelle ville qu'il connaît pas. Et du coup, il fait tourner un peu les podcasts pour avoir l'impression d'être avec quelqu'un dans son nouvel appart et en attendant de rencontrer des nouvelles personnes, je suppose. Bref, Félicien, avec plaisir. Si je peux servir à meubler un petit peu l'espace social et l'espace sonore, c'est avec un grand plaisir que je prends ce rôle. Voilà, écoute, ça fait déjà bien 10 minutes qu'on blablate, donc on va partir un petit peu rapidement dans cet épisode. On va commencer avec la première partie de cet épisode où on va parler vacances. Voilà, on va voyager un petit peu, on va retourner un petit peu en Islande. Je ne sais pas si tu as déjà été en Islande. Alors, c'est quand même une destination assez particulière pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est un pays qui est très au nord. C'est vraiment à la hauteur du nord de la Suède, de la Norvège. Enfin, pas tout au nord, tu vois, mais qui dit pays très au nord dit cycle de soleil et de lumière assez particulier. C'est-à-dire qu'en été, il fait jour tout le temps, toute la journée ou presque. Là, on y était en août, on n'était quand même pas au mois de juin où ça doit être le pire, tu vois, le midnight sun, le soleil de minuit. C'est-à-dire que quand il est minuit là-bas, il y a toujours du soleil parce que c'est juste qu'on est trop au nord, tu vois. Là, il faisait littéralement, quand on y était, il faisait jour le soleil se couchait à 22h, mais il faisait encore jour jusqu'à minuit, tu vois. Et puis le soleil se levait à, je sais plus, 4h, 5h. Quand même, on se levait pas aussitôt, mais le soleil était bien levé quand on se levait à 7h, tu vois. Donc c'était assez sympa. Et les températures sont pas extraordinaires, mine de rien. On était en été. Alors là, on a eu énormément de chance. Il n'a pas plu un seul jour. Et ça, je peux te dire qu'on était préparés, parce qu'on nous a dit, putain, tu vas marcher dans la boue, tu vas voir, ça va être une expérience. Bah non, moi j'étais en short et en t-shirt. Il faisait grave beau, il y avait le grand soleil. Alors il faisait pas méga chaud, mais c'est vrai que moi j'ai pas besoin d'avoir 30 degrés pour avoir chaud en réalité. Donc non, on avait entre du 8 et du 20. Sur le thermomètre, peut-être 18, tu vois, mais au feeling, quand il n'y avait pas de vent, franchement, ça rendait chaud. Après, c'est pas tes vacances d'été typiques, tu vois. T'es pas à la plage, il fait pas 35, tu vas pas là-bas pour bronzer. Donc voilà, c'est quand même une destination spéciale, en plus du fait que c'est une destination qui coûte cher, vraiment. Alors, moi, j'habite en Suisse. Je viens de Suisse, j'ai l'habitude de vivre en Suisse, là où le coût de la vie est assez élevé. Alors évidemment, le pouvoir d'achat par rapport au salaire et tout, il est adapté en fonction. Franchement, on n'a pas à se plaindre, ça c'est sûr et certain. Mais en Islande, j'ai trouvé ça presque similaire. Honnêtement, le coût de la vie en Islande était presque similaire à celui en Suisse. On n'était pas trop dépaysé, par contre on était dépaysé au niveau de je pars en vacances et ça coûte pas trop cher. Là c'était je pars en vacances et putain il faut allouer un petit budget quand même parce que parce que c'est cher la vie là-bas. Vraiment on va en parler un petit peu parce qu'on m'avait posé des questions un peu sur le budget qui s'était passé, le budget qu'on a dû mettre un petit peu pour partir. Je vais poser un petit peu le décor histoire voilà, au cas où c'est une destination qui t'intéresse, eh bien tu auras quelques petites informations. Moi je te recommande, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment ultra cool, c'est dépaysant comme pas possible pour des vacances d'été. Les paysages sont extraordinaires, vraiment. Tu passes de l'océan aux plages de sable noir, aux falaises, aux cascades. Tu as toutes les nuances de noir au blanc, de noir et blanc, entre guillemets, avec tous les gris possibles, parce que autant tu as du sable noir, tu as de la neige blanche, de la blanche neige. On n'a pas vu de nains par contre, mais bon, ça on n'a peut-être pas assez bien cherché. Il y a des histoires de trolls qui tournent. Notre guide de montagne nous a parlé d'une légende de trolls ou je ne sais quoi. Bref, je m'égare un petit peu. Et il y a évidemment de l'herbe et des paysages magnifiques. Il y a beaucoup d'eau là-bas. L'eau, tu peux la boire n'importe où. Limite, l'eau qui coule. L'eau qui coule des glaciers, l'eau qui coule des rivières, tu peux la boire et on l'a fait et c'est assez sympa. Ils sont très fiers de leur eau islandaise qui est effectivement très bonne. Voilà, mais ouais, bref, c'était vraiment cool. J'ai posé un tout petit peu le décor. On était 6, on est parti à 6 et ensuite on a 2 autres potes qui sont arrivés, qui se sont rattachés 2 jours après, donc on était 6/8. On est parti 10 jours. 9 jours peut-être, ou 9 nuits, quelque chose comme ça. Une dizaine de jours, on est parti depuis Genève et on a volé jusqu'à Reykjavik. Alors le billet d'avion, on l'avait réservé 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, ça nous a coûté environ, je sais plus, 400 €, 420 €, quelque chose comme ça. On avait pris une valise en soute pour 2. Parce que voilà, pour 10 jours, ça allait. Et un sac de voyage. Après, tu peux vraiment t'en sortir avec juste un sac à dos assez gros de voyage. Ça dépend un petit peu comment tu as prévu de te déplacer sur place, mais c'est pas plus mal si tu arrives à tout mettre dans un seul sac, notamment si tu n'as pas de voiture propre à toi-même. Donc voilà, c'était déjà
400 balles à sortir pour y aller. On a surtout loué une voiture qui nous a coûté ultra cher. La voiture, purée, c'est cher. Mais franchement, je recommande. Vraiment, la voiture, c'était un très bon plan. Nous, on a tout organisé nous-mêmes. Hein. On m'avait posé cette question également. C'est est-ce que tu es passé par une agence? Parce que c'est vrai que ça devait nous donner l'impression dans les stories que on était toujours en train de sauter d'un spot à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Parce qu'on avait tout prévu à l'avance. On avait tout organisé. On s'était fait ça par Zoom, tous ensemble, plus ou moins, en plusieurs fois, 2 mois avant, pour vraiment déterminer un itinéraire, les points qu'on voulait aller voir, là où on allait dormir chaque soir, et pré-réserver tous les logements. Et ça, c'est une bonne chose, pré-réserver à l'avance les logements, parce que purée, il n'y en a pas tant que ça. Hein. L'Islande, c'est vraiment un pays, il y a genre 300 000, 330 000 habitants. Et le pays est grand pour le coup. Et donc, il n'y a personne globalement parce que 330 000, c'est air, tu vois. C'est une petite poussière par rapport aux, je ne sais pas combien il y a d'habitants en France, soit 70 millions, un truc du genre, tu vois, c'est rien du tout. Et donc, il n'y a pas beaucoup de maisons, il n'y a pas beaucoup de trucs, il n'y a pas vraiment d'hôtels comme on a l'habitude de les voir. Hein, c'est un petit peu plus des cottages, des petites maisons rustiques, des Airbnb un petit peu comme ça, que tu trouves un peu à gauche à droite, ou du camping. Il y a beaucoup de camping, tu peux tout à fait camper et c'est peut-être un bon bail, notamment si tu préfères économiser de l'argent pour sacrifier un petit peu de confort. Donc voilà, on a dormi du coup nous dans ces petits cottages et Airbnb un petit peu tout le long. C'est très sympa, hein, c'est rustique, c'est toujours des petites baraques qui sont perdues. Tu vois, c'est toujours un peu perdu au milieu de rien, parce qu'en fait, Reykjavik, c'est la capitale, mais c'est une petite bourgade, tu vois, c'est vraiment une petite ville, Reykjavik, pour le coup. C'est pas monstrueux, mais alors quand tu sors de la ville, il y a rien. C'est vraiment des petits villages, il y a 18 maisons, et c'est un village avec un nom de village, tu vois. Mais en fait, il y a personne dans le bled. D'autant plus qu'il y a aussi des maisons qui sont à louer, voilà, pour la saison, parce qu'ils vivent beaucoup du tourisme, hein, qu'on se le dise. Tourisme, pêche, il y a beaucoup d'agriculteurs aussi, ils ont beaucoup de moutons, ils ont beaucoup de chevaux, il y a des chevaux et des moutons partout. Les moutons, ils sont en liberté sur toute l'île, mais ils appartiennent tous à des paysans. Et si j'ai bien compris, tous les ans, il y a un espèce de festival pendant lequel tous les bergers, ils font le tour de l'île, ils récupèrent tous leurs moutons, et puis ils les tondent, ils font leur bail avec, et ensuite ils les relibèrent dans la nature pour qu'ils fassent leur vie tranquillement. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc c'est très 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 sympa, très vert, très 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 cool. Pour en revenir un petit peu au côté budget, nous on était 6, comme j'ai dit, on a loué une voiture pour qu'on puisse être indépendant, faire le tour de l'île comme on voulait. Alors, on a loué une voiture pour 9 parce qu'on voulait avoir de la place pour les valises et que une voiture pour 6 ou 5, c'était chaud galère. Ça nous a quand même coûté 2000 balles, tu vois, 2000 € pour louer cette voiture pour 10 jours. Donc on en a eu pour, ça fait à peu près 330 € par personne, vu qu'on était 6. Donc quand même, heureusement, c'est divisé par le nombre de personnes, mais ça fait quand même 30 € par jour, par personne, tout ça. Et en plus, on a payé une assurance en plus pour la caisse de 400 balles en plus, parce que là-bas, il y a des graviers, il y a des conneries, et puis surtout, eux, ils essayent de nous vendre les assurances pour qu'on paye plus cher. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a fait, parce qu'il fallait mettre un crédit sur la carte, et moi, ma limite de carte, elle marchait pas, j'avais déjà explosé des trucs, et on a dû prendre une assurance, enfin bref, il faut sortir la thune pour ça. Il y a d'autres options pour te déplacer, je peux les voir en revue, parce qu'on en a vu plusieurs. Déjà, les 2 potes qui nous ont rejoints, eux, ils ont loué un camper van, tu vois. C'est en fait un espèce de minivan avec juste les 2 sièges à l'avant, et puis derrière, tu as un lit. Donc, tu peux dormir dans ta caisse. Donc tu peux économiser un petit peu, tu peux économiser pas mal en termes de logement. Par contre, c'est quand même une grosse voiture que tu vas payer que à 2 personnes. Mes potes, ils ont aussi fait 10 jours. Ça leur a coûté 1300 € la voiture. Donc, ça fait 2 fois plus cher que ce que nous, on a payé, 650 par personne. Mais ils avaient de quoi dormir à l'intérieur. Donc, vraiment, si tu es chaud à sacrifier du confort, ça revient clairement moins cher. Par contre, il faut être 2 ou il faut être un multiple de 2. Et puis, vu que tu dors dans le même lit à l'arrière de la caisse, si tu es en couple, c'est plus pratique. Après, voilà, on a vu d'autres couples qui faisaient du stop et qui faisaient du camping, ou juste des couples, tu vois, des couples de potes. Hein, on en a pris plusieurs d'ailleurs, des gens qui faisaient de l'autostop, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est tellement cher d'aller là-bas que si tu veux le bail le moins cher pour visiter l'Islande, c'est d'y aller en mode autostop plus camping. Parce que là, tu fais du stop,
Et tu vas dans les campings. Alors les campings, tu peux y aller avec ta propre tente ou tu peux aussi y aller avec ton van. C'est quand même pratique quand tu vas avec le van parce que du coup, tu as accès aux sanitaires, etc. Alors sinon, tu dois te débrouiller. Oui, tu peux dormir gratuitement dans ta voiture, mais c'est pas pour autant que tu as le petit-déj le matin ou les toilettes facilement d'accès, ni la douche, tu vois. Donc il faut choisir, clairement. Et le camping, c'est du genre 7 à 15 € la nuit. C'est pas ultra cher par tente ou par van, en tout cas. Au niveau du prix des tentes, c'était peut-être 7 balles par personne ou quoi. C'est pas monstrueux, tu vois. Et en ce qui concerne dormir dans les petits cottages, là, c'était cher. Là, clairement, nous, on a payé entre 40 et 60 € la nuit en moyenne, tu vois. C'est cher pour un truc rustique où on est bien dedans, tu vois. C'est l'ambiance campagne un petit peu, c'est l'ambiance islandaise comme ça. Tu vas sur ton petit... Ils ont beaucoup de place là-bas, hein, comme j'ai dit, il y a beaucoup de place. Donc, ils ont tous... t'as toujours un espèce de jardin, une terrasse, un petit truc. Et puis c'est relativement sommaire à l'intérieur, mais c'est très sympa. Surtout si tu vas à plusieurs. Par contre, il faut sortir la thune, tu vois, 50 € par nuit, à 10 nuits, ça fait 500 balles de plus à l'addition finale, et ça, c'est vraiment pas anodin. Donc voilà, après tu peux évidemment partir en mode autostop plus camping. Ça, j'aurais envie de dire, c'est bien pour ceux qui ont un petit budget mais qui ont pas mal de temps. Parce que l'autostop, ça reste totalement aléatoire, mine de rien. Alors en saison touristique, je pense que la population sur l'île, elle doit doubler parce que y a beaucoup de touristes qui viennent visiter ça en août typiquement parce que c'est un bon moment pour aller profiter un peu de ça. En hiver aussi, sauf erreur, ça se fait pas mal, sauf qu'en hiver, faut être chaud avec le fait qu'il y aura 5 heures de lumière de soleil tous les jours et que le soleil va se coucher, je sais pas, à 17h ou à 16h, ou peut-être même avant, je suis pas sûr exactement. Mais ouais, du coup, c'est un peu aléatoire, t'es pas sûr de réussir à faire ton trajet aussi vite que prévu. Donc si t'as pas mal de temps, genre t'es en année sabbatique ou entre deux jobs et tu vas aller faire ça, tu peux t'en sortir pour pas trop cher au niveau déplacement plus logement. Faudra quand même payer l'avion et il faudra payer la bouffe. Mais c'est tout, entre guillemets. Et la bouffe, c'est cher. Hein. La bouffe, qu'on se le dise, c'est vraiment cher là-bas, comme je l'ai dit. Au resto, ouais. Au supermarché, tu t'en sors, mais même, ça reste cher pour un supermarché, il n'y a pas de doute. Le resto, en vrai, pourtant, ouais, quand tu vas dans un petit food truck, tu vois, ces petits camions qui te vendent des hot dogs sur le bord de la route, en vrai, tu payes ton hot dog, il est neuf, il est 10 €, tu vois, c'est pas énorme. Moi, clairement, j'ai fait péter le budget bouffe parce que je mange beaucoup et j'ai mangé énormément là-bas, comme je vais en parler, comme tu l'as deviné, si j'ai pris autant de poids, entre guillemets, sur place, c'est que je me suis laissé aller à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va marcher, du coup, ça va compenser. Bah, ça va pas compenser tant que ça. Enfin, alors, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais moins marché? Mais ouais, non, niveau bouffe, il faut prévoir beaucoup. Donc voilà, écoute, sur place, tout le monde y parle islandais, il parle anglais, hein, quasiment tout le monde parle anglais. Tous les Islandais parlent anglais parce qu'ils ont tous un petit peu affaire à des touristes et que personne parle islandais à part les Islandais parce que c'est une langue extrêmement intéressante, on dira. Hein, clairement, quand tu lis le nom des villes, des lacs et des montagnes, tu te rends tout de suite compte que les gars, ils aiment bien les consonnes, tu vois. Les voyelles, tu en mets une toutes les 5 consonnes, tu mets une voyelle, mais voilà, t'as pas besoin de trop les utiliser non plus. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant d'essayer de prononcer un peu ce qu'ils racontent. Et puis sur place, il y a beaucoup d'Américains, il y a pas mal de francophones, il y a pas mal d'Allemands, il y a un petit peu de tout, quoi. Mais vu que l'Islande, c'est entre l'Europe et l'Amérique, ils se vendent un petit peu aux Américains en mode, ouais, faites une escale en Islande, visitez, et puis repartez en Europe derrière. Et effectivement, ça a l'air de bien marcher parce qu'il y a pas mal d'Américains. Autre chose que j'ai remarqué, c'est si jamais ça t'intéresse éventuellement, de faire un espèce de working holiday comme ça. L'Islande, ça a l'air d'être un bon plan, en tout cas en été, pour venir sur place, travailler un petit peu dans le tourisme, hein, tu vois, par exemple dans la restauration, ça on en a vu pas mal, et puis te faire un peu de thunes, parce que clairement, vu que le coût de la vie est cher, j'ai pas eu de détails sur les salaires et tout ça de ces personnes qui bossaient en tant que serveurs et serveuses, parce qu'on en a vu pas mal, ils avaient pas tous l'air islandais, du coup on leur demandait ouais, tu viens d'où, etc. Il y avait des Portugais, des Tchèques, des Bulgares, il y a beaucoup de gens qui viennent faire un petit peu leur thune ici, 2-3 mois, qui en profitent pour visiter un peu sur place, tu vois, pour faire un peu les touristes le week-end, ou bien pour garder une semaine au début, à la fin, au milieu,
pour visiter, faire le tour de l'île, etc. Et puis habiter sur place, t'imprégner un petit peu de la culture pendant que tu y es avec tes collègues islandais. Et puis ça a l'air plutôt sympa. Si c'est ton genre de bail, ça a l'air bien. Si tu as une année sabbatique mais que tu as besoin d'un peu de thunes, bah, tu peux aussi faire ça. Et puis apparemment, bah, j'avais rencontré une serveuse là-bas et puis on avait parlé pas mal de tout ça. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé... qu'elle avait tout organisé avant de partir et qu'elle bossait en tant que serveuse dans le resto et que le resto lui avait même trouvé son logement parce que c'était un petit peu... Le resto possédait des baraques, des apparts, des colocs et ils mettaient tous leurs employés dedans. Du coup, c'était un petit package complet où même le logement, il était compris. Elle avait l'air de bien s'y plaire. Elle a fait 3 mois, enfin, elle continue du coup, faire 3 mois là avant de retourner en Tchéquie, je crois, ou bien, non, elle partait à Cuba derrière. Enfin bref, tu vois, ce genre d'année où tu te recherches un petit peu, tu sais pas quoi faire, t'as envie de voyager, t'as pas trop de thunes, et ben ça peut être un plan intéressant à creuser aussi. Donc voilà un petit peu les plans au niveau du côté vie pratique et tout ça, sur place, budget, etc. Voilà, j'ai pas la prétention d'être le guide du routard, tu vois, donc à la limite, va regarder sur des forums, sur internet, tu trouveras la réponse éventuellement aux autres questions que je n'aurais pas couvertes en tant qu'expert sur le sujet, ce qui est très loin d'être le cas pour le coup. Je te balance juste un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, après pourquoi aller en Islande? Bah, pour la nature, hein, il faut aimer la nature. En vrai, si t'aimes pas les paysages ou que tu n'aimes pas marcher, il faut pas aller en Islande. Il y a vraiment rien d'autre à faire à part marcher, hein. Qu'on se le dise, vraiment nos journées étaient remplies. Bah, on va dans un endroit, on marche, on fait le tour, on escalade, on grimpe, on marche, on regarde et ensuite tu remarches, tu re-regardes, tu pars à un autre endroit, tu fais ça, tu prends tes petites photos, tu fais tes petites stories. Et puis t'es content. Et puis tu pars et tu vas voir le spot d'après. C'est un petit peu ça. Il y a des activités qui sont possibles. Tu peux faire du kayak dans les lacs. Tu peux faire des petites excursions. Nous, on a fait du snorkeling. Donc du masque et tuba en combinaison sèche, en combinaison de plongée sèche, parce que l'eau était à 2 degrés, tu vois. Et ils ont dit ouais, normalement les gens ils aiment pas trop, donc on les met au frais, on les met au sec. C'est vrai qu'on est resté 1h30 dans l'eau, donc j'aurais pas tenu très longtemps à 2 degrés, j'aurais pas tenu aussi longtemps. mais non, c'était vraiment cool. On a fait du snorkeling dans cette rivière. En fait, c'était une source où l'eau, elle remontait de sous terre après avoir passé 60 ans sous terre. Donc l'eau, elle partait, elle tombait, elle s'écoulait d'un glacier quelque part sur l'île, elle partait sous terre, elle faisait son petit chemin pendant 60 ans avant de revoir la lumière du jour. Et pendant ces 60 ans, elle passe dans les roches volcaniques, elle se fait filtrer dans tous les sens. Bref, l'eau, elle est ultra pure. Nous, on s'est baigné là-dedans. Et puis la première chose qu'elle nous a dit, la guide, c'était bah allez-y, goûtez les gars, faites-vous plaisir, l'eau elle est bonne. Clairement, l'eau est super bonne. Tu peux boire. Enfin, tu vois, c'est un petit peu bizarre parce que on fait pas trop ça par ici, tu vois, quand tu vas au lac, quand tu vas à la rivière. Souvent, tu te dis pas, tiens, en fait, l'eau, je peux la boire. On est tellement habitué à ce que ça sorte d'un robinet ou d'une bouteille en plastique qu'on se dit, bah, en fait, c'est poison si ça sort pas de là. Mais non, l'eau, elle sort bien des glaciers la plupart du temps de base. Et ensuite, bah, bien sûr, on la filtre pour éviter de manger un petit peu trop de microbes. Quand on a le luxe d'être dans un pays où on a de l'eau filtrée, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on a fait un peu de snorkeling, on avait pris un tour guidé d'escalade sur le plus gros glacier d'Islande. Et là, on avait un petit guide islandais extrêmement sympa qui nous a fait un petit peu le topo. On avait les crampons, on avait les petits piolets et tout là. C'était bien stylé, on avait tout l'équipement. Pas très utile, hein, qu'on se le dise. C'était plus pour le style, j'ai l'impression. Le piolet, voilà. Et à part taper dans la glace pour s'amuser, on n'en a pas vraiment eu besoin. On avait des harnais, à part tomber tout seul parce qu'il tenait pas, et ben, il servait à rien non plus. Mais l'expérience était là. On avait nos petits casques de chantier, tout ça. C'était sympa. Donc il y a quelques activités comme ça que tu peux faire, mais il faut que tu sortes 100 balles par tête à chaque fois. Tu vois, c'est 100 € pour la petite activité de 4 heures. Donc voilà, c'est pas plus mal si tu aimes bien marcher, il n'y a pas de doute. Et il y a beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, quand j'étais en vacances, pendant que j'étais en Islande, je n'ai pas vraiment travaillé. C'était vraiment mes vacances annuelles où j'essaye de déconnecter un peu. Alors, est-ce que j'ai déconnecté un peu? Je sais pas. Oui, j'ai clairement déconnecté parce que j'avais pas mon ordi. C'était la première fois depuis genre 5 ans que je partais quelque part sans mon ordinateur. Et moi, mon ordinateur, c'est ma deuxième moitié. Et toute ma vie se passe un petit peu là-dessus. Et le laisser loin de moi, ça m'a fait un peu bizarre, mais ça m'a fait du bien.
Par contre, j'avais mon téléphone, bien sûr, et j'ai fait beaucoup de stories, parce que j'adore faire des stories, c'est pas trop du travail en ce qui me concerne de faire des stories, j'aime vraiment beaucoup ça. Et en plus, je me suis appliqué, j'ai fait des stories, j'ai essayé de les rendre cool, je faisais des petits montages, les petits montages de mes stories, généralement à minuit. On rentrait le soir super tard, tu vois, on allait check-in aux hôtels à 23h, parce qu'en fait, de 8h du mat à 22h, on était en train de vadrouiller à gauche à droite, parce que non seulement on n'avait pas le time, on avait envie de voir des choses, parce qu'on était là-bas que 9 jours, entre guillemets. Et 9 jours, c'est vraiment le minimum que je recommanderais, tu vois, parce que déjà, nous, on a pu faire que la moitié de l'île. On a pu faire que le sud. Ça valait pas la peine de faire 12 heures de route en plus pour faire le tour. Parce que genre en 20 heures, 24 heures, tu as fait le tour de l'île en voiture. Mais il y a beaucoup de choses à voir en cours de route. Donc voilà, 2 semaines, ce serait mieux. Clairement, tu peux y aller 2 semaines, j'aurais tendance à conseiller. Quoi qu'il en soit, nos journées étaient bien remplies. En plus, il faisait jour longtemps, donc t'as pas envie de rentrer, t'as pas envie de rentrer tôt, clairement. Et en rentrant le soir, je faisais mes petits montages story avant d'aller dormir. Et je l'ai posté un peu par intermittence sur ma story. Et j'ai eu pas mal de retours sympathiques à ce propos, donc je suis content si ça a plu. Elles sont toujours disponibles si jamais tu veux aller voir sur mon compte Instagram. Dans les highlights sur mon profil, il y a une petite bulle qui s'appelle Islande et dedans il y a le top 100 parce qu'apparemment ces highlights sont limités à 100, donc j'ai dû faire des choix à la fin. Il y a le top 100 des stories avec tous les paysages et tous les trucs qu'on a vus rapidement. Ça, c'est pas hyper long, mais vu qu'il y en a 100, ça prend quand même quelques minutes. Si tu veux aller un petit retour visuel, tu peux aller voir ça. Je vais laisser ça encore un petit moment. Mais voilà, c'était magnifique. Hein. On a commencé par Reykjavik, très jolie ville, vraiment très très cool. La ville la plus industrialisée, il n'y a pas de doute, parce que là, il y a plein de fast-food, il y a pas mal de restos et de trucs comme ça. Parce que dès que tu sors de Reykjavik, il n'y a plus aucun fast-food. Les supermarchés, il faut les chercher parfois. Les restaurants, il faut les chercher aussi. Vraiment, tu peux te retrouver dans un endroit et à 25 km, il y a nulle part où acheter à manger, typiquement. Et ça nous est arrivé un soir, parce qu'en plus, là-bas, il y a tout qui ferme à 21h. À 21h, les restos, ils ferment. Alors ça nous a saoulé un peu. On ne comprenait pas très bien la logique. À 21h, tout est fermé. Mais les restaurants sont fermés surtout. Et je crois même pas que c'était un bail spécial Covid. C'est vraiment là-bas, ils ferment tôt, apparemment. Peut-être qu'en hiver, en hiver, il fait déjà nuit quand ils ouvrent, je pense. Donc voilà. Mais il faut faire attention. C'est pas, voilà. Dès que tu sors de Reykjavik, t'es vraiment plus dans la nature, il y a pas de doute. Et là-bas, on en a vu des masses de trucs. On est allé voir les geysers, les geysers, comme ça. Ces sources chaudes volcaniques qui explosent d'un coup comme ça. Il y a plein de volcans là-bas, bien sûr. Évidemment, il y a énormément de cascades. Truc de fou, hein, vraiment des cascades. Alors au début, t'es émerveillé parce qu'il y a cascade après cascade, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et à la fin, on avait revu des cascades encore, mais elles étaient un petit peu moins grandes. Et là, tout de suite, tu deviens tout de suite un petit peu blasé, tu vois. Tu te dis, ah ouais, une nouvelle cascade, ok, elle est stylée, mais c'est vrai que t'en as déjà vu tellement que au bout d'un moment, tu te dis, bon, les cascades, ok, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour parce que purée, ils en ont à revendre là-bas. On a vu des cratères, tu sais, ces lacs, ces cratères de volcans dans lesquels il y a des lacs. Et tu peux monter en haut des cratères, tu peux aller voir tout ça. On est allé se balader dans des canyons un petit peu avec des rivières, etc. On a fait un trek de 2 jours dans les montagnes. Ça, c'était ultra stylé. Parce que j'ai parlé des voitures, mais il y a 2 types de voitures là-bas. Il y a les voitures de route, comme on a l'habitude ici en France et en Suisse. Et il y a les 4x4. Et les 4x4, ils te permettent d'aller sur ce qui n'est pas vraiment du goudron. Parce qu'en Islande, il y a une grande route bien goudronnée qui fait tout le tour. Des petites routes un petit peu annexes. Et beaucoup de routes qui sont juste du gravier, de la terre et des trucs. Et aussi des routes qui traversent des rivières et des flancs et des courants d'eau et des trucs comme ça. Et nous, notre gros van pour 9 personnes, clairement, il passait pas les rivières. Donc on a dû prendre un bus spécial qui nous a coûté une blinde, bien sûr, pour monter au milieu des montagnes et établir le camp là-bas. On a dormi dans une petite lodge, une petite, c'est une petite baraque de montagne avec des dortoirs où on était 25 dedans, où il y avait des concerts de ronflement la nuit. Putain, j'ai vraiment pas passé la meilleure nuit de ma vie. Ah putain, il y en avait un, il faisait de l'apnée du sommeil, c'est un truc de fou. Le mec, il faisait tellement de bruit, je me dis mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Il paraît que s'il avait pris sa machine, je sais pas s'il est au courant, tu vois, mais si t'as une machine pour l'apnée du sommeil, ça fait un bruit monstrueux aussi, il me semble. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était une expérience à part entière. Et là-bas, on a fait des treks, on a marché 6 heures, 7 heures par jour
pour faire tous les sommets qu'il y a autour de ça. T'as des champs de lave séchés, tu vois, toutes les anciennes éruptions qui couvrent. Vraiment, là, tu te rends compte un petit peu, pas beaucoup j'imagine, mais quand même un petit peu de la puissance des volcans. Et quand le truc il pète, il peut te recouvrir toute une île de lave, quoi. Et ensuite, la lave, elle durcit, ça te fait des formes noires comme ça. Et on s'est baladé un petit peu au milieu de tout ça. On est monté en haut des sommets, etc. Ah, c'était... Truc de fou. Alors ça a bien fait les jambes, hein. Pour le coup là, les mollets, les fesses, les cuisses, elles ont pris cher. Je me suis pas du tout entraîné autrement parce que j'avais juste pas le time ni l'énergie. Mais les fesses et les mollets, ils ont rattrapé un petit peu de leur retard là. J'imagine. J'ai dû prendre des fesses, hein, clairement entre toute la marche et tout ce que j'ai bouffé. Si j'ai pas pris du cul, je sais pas. En tout cas, ouais, ça va. J'ai l'impression que j'ai pris un petit peu. Bref. Et comme je l'ai dit, bah forcément, c'est les paysages qui font tout l'intérêt d'aller se balader là-bas. C'est incroyable, vraiment, j'avais jamais vu ça. C'est que devant toi, au même endroit, tu peux voir en même temps de la glace, de l'herbe verte, mais de l'herbe vert fluo. Vraiment, ils ont de l'herbe verte fluo autour de leur ruisseau là-bas. À côté de ça, t'as évidemment la roche, le caillou, t'as de la terre et t'as du ciel. Et t'as tout ça au même endroit. T'as de l'herbe, de la glace, des cailloux, des machins. C'est incroyable. Et tout est... Ouais. Bah voilà, tout est au même endroit, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment magnifique et dépaysant. Et ils sont très 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 protecteurs de leur environnement là-bas. Clairement, ils aiment bien les touristes parce que ça fait tourner l'économie. Mais alors, les touristes, ils sont encadrés, hein. T'as vraiment des petits chemins balisés partout. Tu n'as jamais le droit d'aller marcher où tu veux. Tu peux pas aller marcher dans la nature comme tu veux parce qu'ils protègent. Parce que si tout le monde allait marcher n'importe où, ce serait une île de terre, hein, clairement, parce que les petits chemins où tout le monde passe, ça ressemble à rien. Par contre, la verdure autour est vraiment magnifique. Et du coup, on comprend qu'ils soient si protecteurs. Ils ont bien raison parce que c'est ce qui rend la destination si cool. Et ouais, bah bref, on en a vu des bails, hein, forcément. Il y a des lacs là-bas avec des icebergs. On est allé voir le plus gros glacier. On est monté dessus. Et au pied de ce glacier, il y a un lac parce que forcément, ça crée des lacs. Le glacier, c'est vraiment le glacier, par définition, c'est une rivière. C'est une rivière de glace. Et une rivière, elle bouge, elle fait des vagues, elle avance, elle recule. Et un glacier, c'est la même chose, sauf qu'il fait ça sur des centaines d'années, tu vois. Et ça creuse la roche. Et puis ensuite, quand le glacier se retire, le trou, il reste et ça fait des lacs. Ça fait des lacs. Et ce lac-là, le Jökulsárlón, voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit, probablement pas, mais c'est le plus grand lac de glaciers d'Islande, et dedans il y a plein d'icebergs parce que les icebergs se détachent des glaciers, ce qui est un phénomène normal, hein. La fonte des glaciers, c'est à la fois un phénomène normal que le glacier fonde et se retire parce qu'on n'est plus dans une ère glaciaire, etc. Sauf erreur, il y a une histoire comme ça, donc c'est normal que les glaciers fondent quand même. Mais alors, j'aime autant dire qu'avec le réchauffement climatique, ils fondent bien plus vite que prévu. Quoi qu'il en soit, du coup, il y a plein d'icebergs dans ce lac. Et puis, juste en dessous de ce lac, il y avait une plage qui s'appelle Diamond Beach. Et elle s'appelle Diamond Beach parce que sur le sable, il y a plein d'icebergs de formes différentes qui resplendissent et au soleil, qui te renvoient, qui t'éblouissent en fait, parce que forcément le soleil se reflète dedans. Et c'est les marées qui posent ces glaciers, ces morceaux de glace sur la plage. Et tu as ce contraste entre la glace bleu clair et blanche et ce sable noir. Et c'est incroyable, tu vois. C'est à quel endroit tu vas voir une plage de sable noir avec de la glace par-dessus. Tu vois, la plage et la glace, normalement, c'est moins compatible. Bref, ces plages de sable noir, c'était vraiment mes spots préférés. C'était incroyable. Vraiment, mon meilleur souvenir. C'est des plages à flanc de falaise comme ça. Tu as des falaises creusées de façon extraordinaire. T'as des monolithes de pierre au milieu de l'eau, mais tu vois, un petit peu au bord, c'est des espèces de toutes petites îles, mais c'est pas vraiment des îles parce que c'est vraiment des énormes pics de roches. Bref, c'était merveilleux. Et puis en termes d'activité sociale et tout ça, on a quand même fait une petite soirée dans une petite ville qui s'appelle Hoffen. Hoffen, c'est l'endroit où on a fait demi-tour avant de rentrer, parce qu'en fait on n'a pas pu faire le tour de l'île, donc on a dû faire demi-tour à un moment donné. Et là-bas, on s'était fait d'abord une énorme bouffe. On a mangé de la langoustine qu'ils font eux-mêmes. Tu vois, ils ont beaucoup de très très bons poissons là-bas. Évidemment, je recommande, même s'il faut avoir le budget. Purée, la langoustine, bordel. La langoustine, elle était 50 balles, 50 € juste pour la langoustine.
Du coup, bon, ce soir-là, on s'était dit, allez, Balek, on se fait plaise. Moi, j'ai claqué, j'ai dû claquer 100 €, je pense, dans le repas, parce qu'on s'était mis bien, on avait bien bu aussi, on avait pris la soupe de langoustine, le petit dessert avec qui va bien, et puis voilà, c'était très très cher. Ah, vraiment, je fais pas ça tous les jours normalement, mais là, c'était exceptionnel, on dira. Et ce soir-là, en plus, derrière, on est sorti, on est allé dans un bar, et il y a eu une petite suite d'événements qui font que j'ai passé une soirée finalement très longue où j'ai côtoyé un petit peu les locaux, parce que je me suis fait des potes rapidement au bar là-bas avant qu'ils ferment à minuit. Et puis derrière, je suis parti en after avec des gens et avec des Islandais, et j'ai fait une after jusqu'à très très tard avec des Islandais et d'autres personnes et d'autres expats qui bossaient là-bas. Et c'était vraiment cool de vivre un tout petit peu le truc, de marcher dans le village, d'aller chez quelqu'un que je ne connaissais pas, et faire une after sur son canapé avec un petit groupe de 10 jusqu'à pas d'heure à jouer à Je n'ai jamais, je n'ai jamais, et à continuer de boire un petit peu trop peut-être. J'ai pété mon téléphone d'ailleurs ce soir-là, voilà, j'ai explosé mon téléphone par terre. Et j'ai dormi 45 minutes cette nuit-là, parce qu'ensuite il fallait prendre la caisse à 7h. Il fallait se lever à 7h pour prendre la caisse et faire 6 heures de route pour retourner jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, c'était une excellente soirée, vraiment, qui a bien conclu un petit peu ces vacances. Et le dernier soir, donc après ces 6 heures de caisse, on s'est arrêté au Blue Lagoon. Là-bas, il y a beaucoup de bains, thermaux, il y a beaucoup de sources chaudes naturelles. Quand on était au milieu des montagnes, il y avait une source chaude au pied des montagnes, juste à côté du campement. Et on pouvait aller se baigner dedans. Et c'est incroyable, c'est vraiment 100% naturel, tu vois, c'est vraiment l'eau bouillante qui sort du sol à 100 degrés et puis qui s'écoule ensuite. Et si tu te mets au bon endroit dans la rivière, eh ben, tu peux te mettre à l'endroit où l'eau elle est à 40, 35, 30 degrés, tu vois. Tu peux très facilement te brûler aussi, hein, faut pas aller trop loin, clairement, c'est pas surveillé, c'est vraiment la nature. Mais c'est ultra stylé, c'est vraiment une rivière, mais c'est un jacuzzi quoi le truc. Et pourtant c'est une rivière au milieu de rien. Enfin, bref, c'est extraordinaire. Et évidemment qu'ils industrialisent un petit peu le truc avec des espèces de spa, resort, Blue Lagoon, tout ça. Probablement le spot touristique par excellence, hein, ce lagoon, c'est assez blindé, mais le truc est incroyable. C'est vraiment, t'es au milieu des cailloux, t'es au milieu des roches volcaniques. Et l'eau, elle est d'une couleur bleu glace opaque comme ça. T'as l'impression que c'est de la neige quand tu la regardes de nuit. On aurait dit que c'est de la neige parce qu'elle est vraiment blanche, bleue, opaque comme ça, un peu comme du lait bleuté. Et tu te baignes là-dedans, tu fais des petits masques pour la peau, tout ça. Enfin bref, c'est l'expérience du touriste. Et on a terminé là-dessus avant de rentrer en Suisse le lendemain. Bref, voilà, j'en arrive au bout de tout ça. Quoi qu'il en soit, c'était extrêmement sympa ce petit bail en Islande. Si t'aimes les beaux paysages, si t'aimes marcher, go. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai mangé comme un porc sur place. Vraiment, j'ai vraiment mangé comme, je pense que j'ai dû manger comme 4 au final. J'ai mangé comme 4 personnes parce que, je sais pas, j'avais faim, j'avais envie de manger, j'avais envie de me faire plaisir. Et quand je suis rentré chez moi, du coup, le lendemain, je me pèse, mais je me pèse un peu par hasard parce que je me dis, je savais pas en fait où j'en étais. Je me suis dit, bon, je vais me peser pour voir. Et je me suis pesé à 91 kilos. Alors, c'était 91, c'était avec mon short et mon téléphone dans la main. Donc, j'étais un petit peu au-dessus de 90, on dira. Mais c'était le matin, à jeun, après être passé aux toilettes. Enfin, normal, quoi. Et dans mes souvenirs, normalement, moi, je suis à 85, tu vois. Donc, je devais déjà être un petit peu au-dessus avant de partir, parce que c'est pas possible, j'ai pris 5 kilos, 6 kilos en 10 jours. Mais j'ai vraiment beaucoup mangé pour le coup. Et ça m'a choqué un peu, parce que j'ai plus ou moins jamais fait ce poids-là. Je crois que j'étais déjà monté à 90 une fois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ouais, quand même. Ça se voyait pas plus que ça, enfin évidemment, j'avais perdu un peu les abdos forcément, mais c'est beaucoup aussi de l'eau et des trucs qui peuvent partir relativement rapidement. C'est évidemment pas 5 kilos de gras. Quoi qu'il en soit, je me suis quand même dit, c'est le moment, on va reprendre un petit peu les choses, on va se remettre un petit peu à taffer un petit peu tout ça, parce que là, je rentrais de vacances, et puis juste avant les vacances, j'avais mon déménagement. Enfin bref, c'était une période où il n'y avait pas moyen d'être dans une routine. C'était pas possible. Mais là, je rentrais et tout ça était posé. J'allais me retrouver chez moi, j'allais pouvoir travailler comme je veux, comme j'aime, efficacement, sans avoir à déménager des trucs ou à partir en Islande, ce qui casse un petit peu l'élan quand tu es dans une bonne routine. Et je me suis dit, tant qu'à faire,
ça me chauffe de faire ça. Je vais en profiter pour taffer un petit peu, reprendre une hygiène de vie un petit peu plus cadrée, retourner faire du sport régulièrement. Ce serait mieux parce qu'avec le déménagement et les vacances, ça faisait un moment. Plus les tournages du programme et tout ça. Enfin bref, j'ai pas pu énormément m'entraîner au mois d'août. Je me suis pas entraîné super bien, clairement. Et puis la bouffe, apparemment, c'était ce que c'était. Donc voilà, je me suis un petit peu motivé à repartir dans tout ça de plein pied, que ce soit physiquement ou au niveau de mon travail. Et donc en ce qui concerne ce que j'ai fait pour essayer de rétablir, ce que je fais toujours, parce que là ça fait 10 jours que je suis rentré à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc je suis toujours en cours, le poids a baissé un petit peu, j'y travaille, tu vois. Et ça j'en parlerai un petit peu plus dans un épisode dédié, parce que bon quand même on va pas tout mélanger. Déjà que je viens de te raconter mes vacances, là j'espère que c'était pas trop long ou trop chiant en fait. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a beaucoup de valeur dans ce que je viens de raconter ? Je sais pas, en tout cas voilà, c'était un petit peu, voilà, c'était la demi-heure voyage. Voilà, il y en aura pas tous les épisodes, t'inquiète. Et bref, je parlerai un petit peu de comment j'ai rebondi sportivement et physiquement dans un prochain épisode, comme j'ai dit, peut-être l'épisode 43 du coup. Mais en fait, tu vois, je me suis remis là-dedans, je me suis mis un petit challenge, entre guillemets, une petite pression supplémentaire de faire ça, parce que j'ai montré ça sur Instagram, j'ai montré ma shape, j'ai montré mon poids, et j'ai dit, bon, bah les gars, on va bosser un peu là-dessus, et puis je vous tiendrai au courant vite fait. Donc ça fait une petite pression supplémentaire, un petit challenge en plus, une petite motivation en plus, tu vois. Je suis rentré, putain j'ai mal à la gorge, excuse-moi, j'arrête pas de me racler la gorge, je sais pas ce que j'ai, peut-être le Covid, non, j'ai pas le Covid, mais je suis vacciné donc j'espère pas en tout cas, mais après qu'est-ce que je disais, oui je suis rentré et moi je suis quelqu'un de très routinier, tu vois, comme je l'ai dit un petit peu, j'aime bien quand les choses elles tournent, quand les choses elles avancent et quand je suis dans une routine qui fonctionne, et quand je me sens un petit peu là-dedans, là quand je suis rentré de vacances, moi quand je rentre de vacances je suis chaud, vraiment, les derniers jours de vacances, souvent, j'ai envie de me remettre au boulot, tu vois. Je me dis, bon, c'est cool, je m'amuse bien, mais j'aimerais bien rentrer pour travailler un peu aussi. Tu vois, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, bien sûr. Ça joue énormément, on va se le dire. Je ne m'évade pas de mon travail, je me force. Je me force à arrêter de travailler un petit peu, même parfois, parce que c'est sûrement bon pour ma santé. et ma santé mentale, en tout cas. Et c'était très, très cool. Je regrette pas du tout d'être parti 10 jours en vacances. Mais ça n'empêche que j'ai pas pris 10 jours d'avance en partant 10 jours en vacances, clairement. Donc j'étais content de rentrer, j'étais chaud en mode, ouais, vas-y, je veux reprendre, je suis bien reposé, je suis plus stressé évidemment parce que je rentre de vacances où j'étais pas stressé pendant mes vacances par mon travail bien sûr, et là je suis chaud, j'ai vraiment envie d'attaquer, et du coup je suis motivé, tu vois, parce que j'ai cet élan de je me remets dedans, je vais me remettre à travailler, ça va réavancer, je vais continuer à taffer un peu vers mes objectifs et ce que j'ai envie de faire. Et en plus, et du coup, j'ai profité de cette motivation, de cette petite élan pour me dire, ouais, vas-y, je vais en profiter pour injecter un petit peu cette motivation dans autre chose. Je vais en profiter pour l'injecter dans ma remise en forme. C'est un bien grand mot, hein, tu vois. Mais en mode, je me suis dit, bah, autant utiliser ça pour ça. Autant profiter du fait que je sois boosté pour me lancer dans un petit truc qui pourra aussi s'auto-entretenir, parce qu'évidemment si je fais les choses correctement vis-à-vis de la mini-sèche et tout ça, et ben il y a des petits résultats régulièrement, et puis ça entretient la motivation, et puis ça crée à nouveau de la motivation en plus que je vais pouvoir utiliser pour autre chose. Et bref, je suis dans un mood productif, je suis dans un mood où tout va bien, et vu que tout va bien, et ben j'essaie d'en profiter pour entreprendre un petit peu plus de petites choses pour capitaliser sur le fait que je sois en train de bouger dans la bonne direction, tu vois. Et j'ai vu en DM l'autre jour, d'ailleurs j'y ai répondu en story, quelqu'un m'a demandé, en fait il a répondu à une de mes stories où j'étais content, et je l'ai dit, et il m'a demandé, mais ouais Eric, comment tu fais pour voir du positif et des petites victoires aussi facilement, comment tu fais pour t'en contenter en fait d'une petite chose comme ça, pour avoir l'impression que tout va bien, que la journée était cool, etc. Et j'ai répondu à ce message en story, et on m'a aussi dit derrière que ce serait intéressant d'en parler dans un épisode de podcast, donc c'est ce que je vais faire un petit peu maintenant. En gros, cette story que j'avais postée, c'était juste un soir, là en rentrant, je suis allé me balader au bord du lac, parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin du lac maintenant. Je suis allé au bord du lac au coucher du soleil, je me suis posé, je mangeais ma barre de prot, et je regardais le soleil se coucher, et puis d'un coup, bam, j'ai
j'ai eu une idée de vidéo. J'ai une idée de vidéo stylée. Je me suis dit, waouh, mais ça serait trop stylé de faire une vidéo comme ça. Tout de suite, j'ai vu le titre, j'ai vu la miniature. Je me suis dit, putain, non seulement c'est une vidéo qui devrait bien marcher, mais en plus, le sujet m'intéresse de ouf. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de concrétiser ça. Et pour le petit indice sur ce que c'est, parce que clairement, je vais pas annoncer, j'annonce pas vraiment ce genre de projet avant de les avoir faits. Je vois pas trop l'intérêt, mais j'en ai déjà parlé vite fait dans un ancien épisode de podcast. Enfin bref, tu verras parce que quand la vidéo sortira, tu reconnaîtras peut-être le truc et je ferai le lien plus précisément. Mais bref, j'ai eu ça, tu vois, j'ai eu cette bonne idée et pendant 15 minutes, je regardais dans le vide en mode putain, je vais faire ça, ouais, je vais faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça, etc. Et ça a déroulé un petit peu devant mes yeux. J'étais trop chaud, tu vois, j'ai eu ce machin, je me suis dit putain, mais c'est trop cool. Et du coup, j'ai sorti mon téléphone à ce moment-là, quand même, parce que je m'étais détaché un peu de mon tel, mais je ne sors jamais de chez moi sans mon téléphone, hein, qu'on se le dise. Et je fais cette petite story où j'explique ça en 10 secondes, que j'ai eu cette idée, que je suis trop content et que la journée est trop bien. En fait, la journée était trop bien juste parce que j'avais eu ça. Et c'est en réagissant à ça que la personne, Gabriel, je crois qu'il s'appelait, il m'a dit, mais mec, ouais, comment tu fais pour voir le positif là-dedans? Enfin, comment ça se fait que tu sois toujours positif ou quoi? Alors, est-ce que je suis toujours positif? Pas du tout. Peut-être que c'est l'impression que ça peut donner parfois avec ce que je partage. J'ai l'impression d'essayer de partager du négatif aussi, parce que forcément, ma vie n'est pas rose tout le temps, et c'est le cas de personne. Mais globalement, je suis quand même quelqu'un de très positif. De base, je pense. Donc, je vais essayer de répondre un petit peu plus à cette question et comment moi, je me plais beaucoup hein, dans ce processus de positivité facile. Ah, forcément, moi, je trouve ça très agréable. Donc, j'aurais tendance à encourager d'autres personnes à essayer de faire ça. Alors comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très positif de base, à mon avis. Je suis facilement motivé par les émotions positives et je les ressens peut-être plus facilement, ces émotions positives, que d'autres personnes. Et on en avait parlé un petit peu d'ailleurs dans l'épisode 30 avec Elio sur les émotions positives, négatives, sur le fait que certaines personnes sont peut-être plus prédisposées à ressentir du négatif et à utiliser ça pour se pousser à passer à l'action que le positif, mais moi je pense que je suis de l'autre catégorie. Donc il y a peut-être déjà une espèce de petit aspect génétique là-dedans. Je pense que de base, j'ai toujours tendance à voir les choses du bon côté, on dira, mais aussi clairement je cultive ça. Clairement, je fais plus attention parfois. Par exemple, dans ma rupture, quand j'ai rompu là au début de l'année 2021, eh ben, je voyais bien, il y a plein de points négatifs à rompre, à se faire larguer par sa meuf. Bah, il y a plein de points négatifs. Là, on est sûrement tous d'accord là-dessus. Mais je me suis dit, mais il y a aussi pas mal de points positifs. Du coup, je me suis dit, ben, je vais les énumérer, je vais regarder un peu ce que c'est. Et je vais me réjouir en fait de ces nouvelles choses qui vont être possibles. Et l'un de ces nouveaux points, c'était que j'allais pouvoir voyager plus facilement, par exemple. Parce que vu que je suis pas dépendant de là où je suis pour travailler, bah, je peux bouger. Mais sauf que quand j'étais en couple, bah, évidemment, ma copine ne pouvait pas bouger avec moi. Et moi, j'avais pas envie de bouger sans elle parce que j'avais envie de rester avec elle, normal. Et donc, je voyageais pas malgré cette envie que j'avais de le faire. Et je me suis dit, ah, mais maintenant, je vais pouvoir voyager. Stylé. Donc ça, c'est un point positif sur lequel je peux me concentrer. Et essayer de capitaliser sur ces émotions positives pour me dire ok, alors si je veux voyager, il faut que je bouge, il faut que j'avance, il faut que je bosse, il faut que je fasse des plans, etc. Et j'essaye de garder ça en tête pour réutiliser cet élan de motivation, tu vois. Et c'est ce qui me semble intéressant et ce sur lequel je vais m'étaler encore un petit peu avant de terminer cet épisode. Voilà, après globalement, qu'on se le dise, je vais pas te mentir, moi je pense aujourd'hui je me suis mis dans une situation, une bonne situation grâce à mon travail de ces dernières années et je suis très heureux, tu vois, je suis très 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 heureux de ma vie. Donc évidemment que c'est différent si t'as pas assez d'argent pour payer ton loyer ou pour manger à la fin du mois, bah évidemment c'est peut-être moins facile et moins évident de voir toujours le positif dans les choses. Je peux pas me mettre à la place de ces personnes qui galèrent pour manger à la fin du mois parce que j'ai eu la chance que ça ne soit jamais le cas pour moi. Mais voilà, comme d'habitude, je parle de mes expériences et puis j'espère que tu peux en tirer quelque chose qui s'adapte à ta situation, à toi. Mais pour expliquer un petit peu plus mon processus, au-delà du fait que j'ai de la chance et que aujourd'hui je suis quand même dans une situation favorable pour tout cela, je pense que ce qui est un facteur important dans le fait que j'essaye de toujours être positif et que c'est bien. Je suis pas juste positif en me voilant la face, j'ai l'impression, tu vois. Je suis pas en train de me dire c'est trop bien ce qui se passe en Afghanistan parce que il y a plein de points positifs pour ma vie à moi, etc. Alors, tu vois, je me mens pas. J'essaie vraiment juste de capitaliser sur les choses qui sont réellement cool et qui méritent d'être un petit peu reconnaissant et d'éprouver de la gratitude un petit peu pour ça ou simplement de
d'être content, c'est qu'en fait, ce qui est important là-dedans, j'ai l'impression, si je mets le doigt dessus, c'est que j'ai l'impression quand même au quotidien, en général dans ma vie, que je sais dans quelle direction je veux aller. Tu vois, globalement, généralement, je sais dans quelle direction je veux me diriger avec ma vie, mes actions, mon travail, tout ça un petit peu. J'ai une vision relativement floue, bien sûr, parce que des objectifs à très long terme, c'est toujours un peu vague. Je ne sais pas où j'en serai dans 5 ans, tu vois. Mais j'en sais suffisamment pour être capable de reconnaître quand je fais quelque chose, si je pars dans une direction qui est plus ou moins compatible avec cette vision à très long terme. Tu vois, c'est assez facile pour moi de me dire « Ok, aujourd'hui, j'ai accompli cela et j'ai l'impression que clairement, ça me fait faire un tout petit pas en plus. » Peut-être pas directement dans la bonne direction, tu vois, le chemin il est pas tout droit du point A au point B, clairement c'est pas une ligne droite, hein, c'est vraiment des zigzags, tu vas en avant, tu vas en arrière, mais si tu arrives éventuellement à aller au point B et que c'était ton objectif, ça veut dire que même quand tu faisais marche arrière à un moment donné, c'était pour mieux repartir en avant derrière, tu vois un petit peu l'image du truc, mais du coup j'arrive assez facilement à savoir en fait, à mesurer le progrès, ou plutôt à mesurer s'il y a eu du progrès. Et ça, je pense que c'est la première étape qui est intéressante, importante, ou en tout cas que je relève pour moi-même, pour être épanoui au quotidien. Parce que si tu pars à l'aveugle, si tu sais pas dans quelle direction tu vois, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au niveau du flow, etc., que pour être dans le flow et pour avoir l'impression de t'améliorer et faire les choses, il faut que tu aies un feedback, il faut que tu puisses avoir un retour sur ok, je sais quel est l'objectif et je sais comment mesurer mon avancée jusqu'à lui. Si tu n'as aucune idée de si tu vas dans le bon endroit, ou si tu ne sais pas où tu veux aller, tu es un peu perdu dans ta vie actuellement, ton job ne t'intéresse pas plus que ça, tu ne sais pas trop dans quelle direction tu vas, là, ce sera probablement plus difficile d'être content, en fait. Parce que pour être content et trouver quelque chose de positif, il faut que tu aies l'impression que tu y gagnes, que tu accomplisses quelque chose, que tu t'améliores un petit peu, que tu te rapproches d'un objectif que tu as, un objectif dans le futur, oui, mais qui ne t'empêche pas de te réjouir et d'être content au quotidien des toutes petites victoires qui te permettront, tu l'espères, d'arriver à cet objectif final. Et c'est vraiment un petit peu grâce à cette perception subjective que tu as de te dire, tiens, j'ai fait cette action, ça a fourni ce résultat, et ce résultat, j'ai l'impression, subjectivement, comme ça, que je vais dans la bonne direction. Et il suffit d'avoir cette impression pour en être content, tu vois, tes émotions, c'est quand même assez subjectif. Tu peux très facilement, à nouveau, voir le bon côté des choses ou voir le mauvais côté des choses pour une seule et unique situation. Donc voilà, c'est bien d'avoir des gros objectifs à terme, même s'ils sont très précis, tu vois, tu sais exactement ce que tu veux faire, tu veux gagner, 200 000 par année, tu vois, je balance des trucs comme ça au bol, mais tu veux voyager, tu veux atteindre un objectif sportif très précis d'ici X années. C'est cool de te fixer des gros objectifs comme ça te donne un coup de boost immédiat, ça te donne un shot de dopamine, tu dis ouais, je vais accomplir ça, c'est trop stylé, je me réjouis, mais tu vois, d'autant plus quand c'est quelque chose qui est loin, dans le temps, ça peut être assez difficile tu vas pas pouvoir entretenir ce shot de dopamine et ce boost immédiat tout le long. Il va falloir trouver comment rester motivé en cours de route. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu, là tout de suite, ça me fait penser à un message vocal que j'ai reçu il y a quelques temps de quelqu'un qui, je crois, parlait un petit peu de ça. Je vais vite aller regarder, l'écouter, et si c'est le cas, je vais le faire passer maintenant. Bonjour Eric Flag, je me nomme Fanta Silibé, je te suis depuis le Mali. Ça fait pas mal de temps que j'écoute tes podcasts sur Deezer et je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à tout ça. Comment tu arrives à te motiver à long terme? Parce que la plupart de mon difficulté de tous les jours, c'est que je suis hyper motivée pendant un certain temps. À long terme, j'arrive pas à me motiver à rester fixe sur mes objectifs. Donc, j'aimerais savoir comment tu arrives à te motiver à long terme. Et tu as parlé lors de l'un de tes podcasts de l'effet cumulé. J'aimerais savoir comment tu arrives à appliquer ce principe-là dans ta vie de tous les jours, l'effet cumulé. Et voilà. Merci. Voilà, en effet, j'ai dû aller creuser un petit peu dans les messages vocaux que j'ai reçus, mais j'ai retrouvé celui de Fanta que tu viens d'entendre. Merci énormément pour ton message. Putain, on m'écoute depuis le Mali, c'est trop stylé en vrai, c'est beaucoup trop stylé. Bref, merci pour ta question Fanta, du coup qui
qui effectivement est plus ou moins sur le même sujet de ce que j'étais en train de discuter, donc ça tombe plutôt bien, je vais pouvoir construire un petit peu là-dessus également. C'est ça, hein, sauf erreur, tu as décrit un petit peu la situation où tu sais où tu veux aller à long terme, donc ça te motive un petit peu là tout de suite, mais tu n'arrives pas à rester motivé à long terme, c'est-à-dire tout le long du processus. C'est un petit peu comme ça que je le comprends, en tout cas. Et un petit peu, comme je le disais, la motivation, à mon avis, hein, bien sûr, c'est un dommage collatéral de l'action. Tu vois, la motivation, tu peux pas la créer à partir de rien. Tu peux pas juste être motivé comme ça parce que tu as trouvé de la motivation sous ton oreiller ce matin. Non, la motivation, c'est vraiment un sentiment subjectif qui est une conséquence d'une action dont le résultat t'a fait te sentir bien, tu vois, dont le résultat était corrélé avec l'objectif vers lequel tu te diriges. Aussi petit soit-il, à chaque fois que tu fais une action, que tu t'améliores, que tu réussis et que subjectivement, tu as l'impression d'être parti dans la bonne direction, il y a des petites miettes. Il y a des petites miettes qui sont créées comme ça, qui tombent à côté de toi quand tu fais une action qui va bien, tu t'améliores et boum, il y a des petits morceaux de motivation qui sont créés dans le processus, qui tombent par terre et qui découlent directement de ce que tu as fait. Et de tout ce que tu réussis à faire, aussi petite soit la victoire, eh bien tu pourras avoir ce petit sentiment de fierté et d'accomplissement. Et ça, déjà, il faut apprendre à le voir, à le reconnaître et à ramasser ces petites miettes de façon à les rejeter directement dans le fourneau de la machine pour continuer à la faire brûler toujours plus fort et toujours plus loin. Et comment imaginer ça un petit peu plus. Ouais, par exemple, quand j'étais l'autre jour, quand je te racontais la story où j'étais au bord du lac, j'ai eu cette idée, etc. Et j'étais content. La première étape, ça a été, en fait, j'ai réalisé, putain, j'ai eu cette idée, mais c'est trop bien, mais c'est trop cool. Ça veut dire que je vais pouvoir en faire une vidéo qui est à la fois intéressante et qui devrait plaire aux gens. Et donc, c'est tout bénef sur toute la ligne parce que moi, ça plaît aux gens. On verra, mais il y a des chances et puis c'est tant mieux. Et du coup, ça me fait avancer vers mon objectif lointain. Et je sais que quand je fais des vidéos, ça me fait avancer dans la bonne direction. Tu vois, pour moi, c'est un indicateur assez clair. Réussir à sortir une vidéo, c'est un indicateur clair que j'avance dans la bonne direction. Donc, je sais que si j'arrive à faire ça, je vais dans la bonne direction. Du coup, ça me motive. Je me dis, trop stylé, je vais faire ça, c'est une bonne idée. Et ça a créé de la motivation à ce moment-là. J'étais motivé, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait une story, j'ai dit ouais, je suis chaud, ça me plaît, vas-y, je suis content. C'est une bonne journée, effectivement. Mais je me suis pas arrêté là, justement. Cette petite motivation, maintenant, j'arrive à la reconnaître, j'arrive à reconnaître le positif là-dedans et surtout j'arrive à le réinjecter peut-être plus facilement par expérience parce que c'est vraiment en apprenant déjà à reconnaître ces petits moments, à savoir les apprécier que tu peux ensuite les utiliser et capitaliser dessus. Là, je me suis dit putain, il y a cette petite motivation de nouvelles idées. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas attendu que ça passe, tu vois. Là, je me suis levé, je me suis barré, je suis rentré chez moi et parce que j'avais reconnu le moment où j'étais motivé et donc j'étais en mouvement. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir progressé parce que j'ai eu une idée. Bon, après, une idée, tu vois, c'est quand même assez vague sur le plan de l'amélioration parce que des idées, tout le monde en a, mais c'est vraiment en les concrétisant que tu réussis vraiment à faire quelque chose. Mais je me dis, putain, il faut que je capitalise là-dessus. Je suis motivé, donc vite, il faut que je réinjecte cette motivation dans quelque chose d'autre, dans quelque chose en plus pour continuer ce mouvement, pour continuer à faire tourner la roue de plus en plus vite et rester dans cet élan. Et donc, je suis rentré chez moi, j'étais encore chaud et là, je me suis posé devant ma feuille blanche, devant mon ordinateur, hein, c'est une image, devant mon document Word vide sur mon ordinateur. Et là où c'est normalement très difficile pour moi quand même de me poser et d'écrire des choses et de créer en fait des idées, de poser des idées à plat de vidéos ou de podcasts sur une feuille blanche, cette fois-ci ça a coulé tout seul parce que j'étais dans le truc, j'étais motivé en plus et je sais que c'est pas vraiment un manque de compétences on dira, mais c'est surtout le fait que c'est difficile de prendre mon cul et de le poser et de me dire putain va falloir travailler dur, ça va pas être facile, va falloir extirper des trucs et les poser sur le papier et les rendre intéressants à regarder ou à écouter par d'autres personnes et ça c'est du travail et c'est pas facile de me motiver à me mettre au travail à ce niveau-là et là j'étais motivé, je me suis dit vite il faut que j'utilise cette motivation pour ça. Parce que c'est exactement à ça qu'elle est censée servir, cette motivation. Il faut que je la réinjecte immédiatement
ou le plus vite possible, ou tu vois, là j'utilise mon exemple pour imaginer ça, mais ça peut évidemment se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, en fonction de la nature de l'amélioration, de la motivation. Est-ce que c'est une motivation que tu as créée, qui reste longtemps? Est-ce que tu es du genre à rester motivé et longtemps, tu vois, après qu'il te soit arrivé un petit quelque chose? Bon, ça dépend de chacun, mais le fait de reconnaître cela et de se dire ouais, il faut que j'en profite, là je suis en mouvement, je suis content, vite je vais aller faire autre chose pour essayer de continuer à créer encore plus de motivation que je peux à nouveau réinjecter. Et donc, j'ai rapidement écrit cette vidéo. Clairement, j'ai écrit ça en temps record, hein. La vidéo, elle est plus ou moins écrite, elle est plus ou moins prête, mais c'est une expérience à faire sur plusieurs jours, voire quelques semaines, et je vais probablement m'y mettre dans les semaines à venir. J'en reparlerai, du coup, je suppose, quand la vidéo sera sortie, histoire de pouvoir faire le parallèle avec ce que je viens de dire, mais je vais pas plus m'étaler sur le sujet de tout ça. Quoi qu'il en soit, voilà un petit exemple, je l'espère, de comment réussir à reconnaître ces moments positifs et à utiliser cette motivation et de pouvoir lier tout cela à l'objectif final vers lequel tu vas. Et donc, il faut essayer de cultiver ça, je pense. En tout cas, moi, j'essaye de le faire. Dès qu'il se passe un truc cool, j'essaie de le reconnaître et d'être un petit peu reconnaissant, déjà, voilà, par définition, reconnaissant, je suppose que c'est lié, et de me dire, ouais, c'est cool, putain, je suis content, je suis fier. Il faut pas hésiter à être fier de toi quand tu fais un petit progrès. Par contre, il y a être fier, il y a être satisfait, c'est pas parce que tu es un tout petit peu fier d'avoir fait un tout petit truc dans une journée que tu seras fier à la fin de la journée si tu fais rien d'autre. On est d'accord, mais ça n'empêche, faut pas hésiter à juste être fier de soi quand tu réussis à atteindre une petite victoire. Et quand tu arrives, j'ai l'impression, du coup, quand tu arrives à accumuler des petites victoires comme ça, comme je l'ai dit, en fait, tu réinjectes tout dans la machine, et parfois la machine, elle peut grandir, tu vois, parce que tu vas de plus en plus vite, t'es de plus en plus chaud, parce que tu réussis à faire en sorte que les petites victoires deviennent de plus en plus grosses à chaque fois, pour différentes raisons qui dépendent évidemment de chacun et de la nature des choses qui sont accomplies. Mais en fait, tout ça, ça peut créer une espèce de spirale vertueuse. Et c'était un petit peu le sentiment que j'ai eu là en rentrant de vacances il y a une dizaine de jours, c'est que entre le fait que j'allais pouvoir me remettre dans la routine, j'allais pouvoir me remettre au travail, et ça, moi, j'aime, du coup, je suis content. J'allais me remettre au sport, j'allais me reprendre en main, tout ça. Ça, j'aime, je suis content, ça me motive. Bref, toutes ces choses qui se sont empilées en termes de motivation, je me suis dit, putain, je suis peut-être au bord de ce que je pourrais appeler la spirale vertueuse, tu vois. La spirale vertueuse. Ça ressemble en fait c'est la même chose que la spirale infernale, dont j'ai parlé dans un ancien épisode, je sais plus, le 29 peut-être, ou le 28, je sais plus exactement, un épisode sur la spirale infernale, qui fonctionne exactement la même chose. C'est un espèce de... Merde, j'ai fait tomber un truc. C'est un espèce de trou noir, en fait, qui t'aspire, et plus tu es proche du centre, plus il t'aspire rapidement. En fait, plus tu arrives à entrer dans le système, plus tu accélères, plus tu vas vite. La différence, évidemment, c'est que la spirale infernale, elle te tire vers le bas, et la spirale vertueuse, elle te tire vers le haut. Donc voilà, c'est juste un petit peu la finalité positive / négative qui change, mais c'est un petit peu la même chose. Et exactement comme je l'avais dit dans l'épisode sur la spirale infernale, au même titre que de reconnaître quand tu es au bord de cette spirale infernale, c'est ce que je disais dans cet épisode, en mode là je sentais, oula Eric, t'es en train de déraper. Si tu reprends pas vite le cap, tu vas te faire aspirer dans la spirale, et ça sera d'autant plus difficile d'en sortir derrière. Et pour la spirale vertueuse, c'est la même chose. Être capable de reconnaître quand tu es au bord de la spirale. Et ça, j'ai l'impression d'y arriver mieux, parce que, comme pour la spirale infernale, comment est-ce que tu es capable de reconnaître que tu es au bord ou que tu es tombé? C'est en réfléchissant et en reflétant sur tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent. En réfléchissant consciemment, en prenant le temps de te poser et de regarder, tiens, putain, cette chose, elle s'est bien passée, cette chose, elle s'est mal passée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le processus? À quel moment est-ce que j'ai dérapé? Et comment est-ce que je peux éventuellement reconnaître ce moment critique la prochaine fois pour éviter qu'il se réalise? Et c'est grâce à toutes les fois que tu tombes dans la spirale que tu deviens de plus en plus résistant à son attraction, tu vois. Ou au contraire, que tu arrives de plus en plus facilement à te faire aspirer vers le côté vertueux. Donc voilà, je suis actuellement au bord, ou peut-être je suis en train d'entrer dedans. Après, c'est un processus, hein.
Faut pas croire qu'une fois que t'es dans la spirale vertueuse, elle demande beaucoup plus de boulot pour grimper, enfin tu vois, elle t'attire beaucoup moins rapidement, beaucoup moins fort, et c'est beaucoup plus facile d'en sortir que la spirale infernale, j'ai l'impression. Donc c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut réussir à avoir l'impression d'avancer un petit peu dans la bonne direction, de réinjecter ça dedans, parce que c'est quelque chose d'assez volatile. Mais là, j'ai l'impression, là maintenant, tout de suite, quand je te parle, là, je suis motivé, tu vois, je suis chaud bouillant. Et du coup, tous les petits bouts de charbon de motivation qui se passent quand, par exemple, j'ai réussi à allumer mon micro, j'ai réussi à poser mon micro et à créer un épisode de podcast. Boum, là il y a un bon petit bloc de charbon de motivation en mode putain, Eric, tu peux être content, t'as fait un épisode, t'as avancé dans la bonne direction, t'as créé quelque chose, et c'est ça que t'as envie de faire, créer des trucs. T'as la preuve que t'as avancé. Du coup, c'est cool, bravo. Bravo, tiens, tu as gagné un petit peu de motivation. Bah, la motivation, bam, je la prends, je la tèche dans mon four, de façon à essayer d'entretenir la flamme, tu vois. Voilà, entretenir la flamme. Et donc, quand tu sens que tu es en mouvement, quand tu sens que tu avances dans la bonne direction, continue, aide, et prends conscience de ça et essaye d'aider cet élan et de marcher avec lui plutôt que de marcher à contre-courant ou de ne rien faire. Parce que tu peux juste capitaliser là-dessus de ouf. Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore, tu vois. Dès qu'il se passe un truc bien, dès que j'arrive à faire quelque chose et tout, bah, je suis content et j'essaie de l'apprécier et de me dire, putain, la vie, c'est cool, quoi. La vie, c'est cool quand tu décides d'essayer de voir les trucs cool plus facilement et de les garder en tête et de relativiser un petit peu sur tout ça, tout en te donnant les moyens et d'avancer dans la bonne direction. Donc voilà, déterminer un petit peu la direction dans laquelle tu veux aller, être capable de mesurer un petit peu tes progrès. Et puis ensuite, voilà, on a tous des bonnes passes, on a tous des mauvaises passes. Moi, le premier, tu vois, je te parlais de la spirale infernale dans laquelle j'ai failli tomber il y a quelques semaines. Là, je te parle de la spirale vertueuse dans laquelle j'ai l'impression de gentiment entrer maintenant. Et bien, voilà, on verra. Hein, ça se trouve, j'en sors dans 2 jours et puis je prends 10 kilos de plus. On sait pas. Je ne pense pas. Hein, je vais essayer de capitaliser sur tout ça. Mais voilà, là, je suis rentré chez moi. Je me suis remis dans ma routine. Je suis dans mon nouveau chez moi, hein, parce que j'ai déménagé. Je suis dans un endroit où je suis bien plus content de vivre. Je me suis défini mes projets et un calendrier plus ou moins précis de ce que je veux faire d'ici la fin de l'année en termes de travail, en termes de voyage, parce que j'aimerais bien repartir en voyage. Tu vois, je te parlais du fait que je sois toujours célibataire et que du coup, ça me laisse plus de liberté. Bah, j'aimerais capitaliser là-dessus. Et donc, je me dis, ouais, trop bien, en novembre, je vais partir en voyage. Ça me chauffe, ça me motive, mais clairement, il faut que je taffe certains trucs avant de partir. Typiquement, au mois de septembre, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 39, bah, j'aimerais bien sortir mon programme Street Workout Evolution 2, sur lequel je suis en train d'avancer, tout comme sortir la vidéo sur le Transformation Challenge avec les résultats. Donc ça, c'est mon objectif clair et net, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Ce mois de septembre, il y a beaucoup de travail, mais j'essaie de profiter de cette motivation et de l'entretenir au quotidien avec des petites victoires comme ça, des petites preuves de l'avancée dans la bonne direction qui me donnent envie qui me maintiennent motivé à essayer d'avancer au jour le jour, même si l'objectif il est très lointain, il est très vague. Il faut réussir à se mettre dans un système qui permet d'avoir des petites victoires qui soient subjectivement claires et nettement des victoires et capitaliser sur cette motivation. Voilà, Fanta, et j'espère que j'ai répondu un tout petit peu à ta question. Évidemment, c'est super dur, tu vois, s'il y avait une réponse facile à donner en mode tu fais ça, et puis c'est bon, tu seras motivé toute ta vie. Ça se saurait. Donc voilà, je partage un petit peu comment moi j'essaye de fonctionner à ce niveau-là, de façon non seulement à avancer dans la bonne direction, je l'espère, mais en plus être heureux tout le long, quoi. Essayer d'être heureux le long du processus. Et voilà. Bah voilà, je t'encourage à essayer de poser le doigt et de poser l'esprit sur ces petites victoires que tu croises au quotidien. Tout le monde, il a des petites victoires. Je sais pas, réussir à... j'en sais rien. Quand tu fais un petit trick shot vite fait, tu vois, moi des fois je suis à l'entraînement, je bois dans ma bouteille d'eau et puis ensuite j'essaie de faire un bottle flip pour poser ma bouteille d'eau. Des fois j'ai réussi, puis là je suis content, tu vois. C'est un exemple un peu bidon, tu vois. C'est difficile de construire une motivation à long terme sur des bottle flips. Et tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de petites victoires comme ça au quotidien, et si tu arrives à les reconnaître et à les apprécier et à te dire putain stylé, j'arrive à faire des trucs, j'arrive à accomplir des choses, eh bien tu peux essayer d'accomplir des choses, de continuer d'accomplir des choses, peut-être des choses un tout petit peu plus grandes à chaque fois, et même si c'est pas le cas, tant qu'elles te feront avancer même que de 0,5% ou de 1% dans la bonne direction, eh bien ça fonctionne. Et c'est
là qu'on, allez, pour terminer cet épisode, on retombe sur ce que Fanta elle disait à la fin, sur l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est en fait t'améliorer de 0,5% aujourd'hui, ça change rien, tu vois. Toi, dans le miroir, ça va rien changer. Quelqu'un qui va te voir, ça va rien changer. Subjectivement, t'as même pas l'impression vraiment d'avoir changé. Mais si tu accumules ces 0,5%, tu les cumules, tu vois. 0,5%, plus 0,5%, plus 0,5%. Et même quand c'est exponentiel, c'est à la puissance. Et ça, c'est encore autre chose, tu vois. C'est comme quand tu mets de l'argent sur un compte avec des intérêts, bah, tu finis par gagner des intérêts sur les intérêts que tu as déjà gagnés. Parce que 1% de 100, c'est plus que 1%, enfin, c'est moins que 1% de 200. Enfin, bref. C'est pas le but de faire un cours de maths et c'est sûrement assez logique ce que je suis en train de raconter, mais il n'empêche que ça va de plus en plus vite parce que plus t'es gros, plus t'avances rapidement, entre guillemets, et l'effet cumulé, c'est ça, c'est réussir à entretenir une micro-amélioration quotidienne qui, à terme, une fois cumulée sur des dizaines, des centaines de jours, eh bien, donne quelque chose de grand, quelque chose que toi, tu vois dans le miroir, que toi, tu perçois, que les autres perçoivent et qui sont juste visibles parce que tu as créé quelque chose, parce que tu as lancé un truc, parce que tu as amélioré ta relation, parce que tu as reconnecté avec ton fils, ton père, tu vois, je sais pas, c'est applicable dans n'importe quel domaine. Et voilà, un petit peu pour cet effet cumulé, selon moi, qui est lié un petit peu à tout ça. Voilà, l'épisode est un petit peu parti en Y, dans le sens où il y avait un petit peu deux parties. Limite, ça aurait pu être 2 épisodes, ou bien j'aurais pu peut-être juste couper la partie sur mes vacances, en vrai. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une partie un petit peu plus chill. C'est un épisode assez long, comme d'habitude. De toute façon, moi, manifestement, je fais des épisodes relativement longs. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Je crois que, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine, du coup, vendredi, probablement pour un épisode spécial, un petit peu qui accompagnera la vidéo YouTube qui va sortir le vendredi 5 septembre, c'est ça? Non, le 3 septembre, pardon, le 3 septembre. Et puis voilà, merci énormément pour ton temps, ton attention, tes commentaires, tes messages vocaux, les reviews sur iTunes, les choses, toutes ces choses, tous les feedbacks que je reçois au quotidien peut-être pas, mais régulièrement vis-à-vis du podcast. Ça fait méga plaisir et moi, ça m'envoie de la petite motivation quand je reçois un message vocal. Hier, je les ai écoutés, du coup, j'ai écouté celui de Félicien, typiquement. J'étais chaud, Félicien il m'a chauffé, il m'a dit ouais je t'écoute dans mon appartement, y a pas grand monde donc tu m'accompagnes un peu. Je me suis dit putain stylé, trop stylé, ça m'a motivé et je me suis dit vas-y je vais enregistrer cet épisode demain matin parce que Félicien il m'a boosté. Bref voilà, je t'encourage. Enfin bref, je suis un peu en train de m'embrouiller à la fin de cet épisode. Je vais le couper avant de dire n'importe quoi. Merci pour ton temps, ton attention. On se retrouve vendredi exceptionnellement de la semaine prochaine, si tout va bien, pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.